On repose les faits quand même de ces dernières heures avec vous, Nivine Potros. On revient sur les événements, sur les images marquantes. Effectivement, alors il est 18h30 heure française hier lorsque les sirènes retentissent dans l'ensemble du pays. Les Israéliens reçoivent l'ordre de se mettre aux abris. Des dizaines de détonations sont entendues. Des missiles venus d'Iran frappent le territoire. Tel Aviv, Jérusalem, mais également Haïfa ainsi que plusieurs colonies en Cisjordanie, dont la ville de Jéricho. Au total, ce sont 200 missiles qui auraient été tirés selon Téhéran, qui affirme également que 90% d'entre eux ont atteint leur cible. C'est plus que lors de l'attaque d'avril dernier, il y a quelques mois. Ce sont principalement des drones qui avaient été utilisés, bien plus facile évidemment à intercepter. Mais la grande différence, Nivine, c'est l'utilisation du tout nouveau missile. Exactement, un missile balistique hypersonique, le Fatah 2, l'arme ultime selon Téhéran, censé apporter la paix et la stabilité dans la région selon le président iranien. Ce missile nouvelle génération, il a une portée de 1400 km. Il est capable de se déplacer à 15 fois la vitesse du son. Comme tous les missiles hypersoniques, le Fatah 2 vole à basse altitude. Il est manœuvrable, ce qui rend sa trajectoire difficilement prévisible. Il est très difficile à intercepter. Les Israéliens n'ont eu que 12 minutes pour réagir. C'est le temps qu'il faut au Fatah 2 pour parcourir les 1400 km qui séparent les deux États. Grâce aux satellites qui surveillent en permanence l'Iran, eh bien, Israël a eu le temps de prévenir sa population. 2000 sans alerte ont été émises, une première depuis le 7 octobre. 10 millions de personnes se sont mises à l'abri simultanément. Ce temps de réaction très rapide, il a permis à l'armée israélienne d'intercepter également une partie des missiles avant qu'il ne survole son territoire. Les autres ont été détruits, notamment grâce au dôme de fer, le système antimissile israélien. Avec l'aide également, il faut le préciser, de la France ainsi que de la Jordanie, mais surtout des Américains. Les Américains qui possèdent plusieurs bases militaires dans la région, ainsi que plusieurs bâtiments en mer Méditerranée. C'est depuis ces navires que les Américains ont tiré une douzaine d'intercepteurs. Pour l'heure, on ne sait pas combien Téhéran a utilisé de Fatah 2 pour cette attaque. Et quel est le bilan, Nivine ? Eh bien, le bilan, il est relativement limité au vu des moyens alloués par l'Iran pour cette attaque. Un mort, 2 blessés légers. Pour ce qui est des dégâts matériels, eh bien, le porte-parole de Tsahal évoque quelques impacts dans le centre du pays et d'autres dans le sud. Téhéran, de son côté, affirme avoir visé 3 bases militaires autour de Tel Aviv. On ignore pour l'heure s'il y a eu des dégâts. Merci beaucoup, Nivine. Cette petite information qui va certainement nous faire avancer. Donc, la 36e division, je parle de Tsahal, rejoint l'activité terrestre au sud du Liban. Tsahal renforce sa présence dans le sud du Liban. Les combats seraient peut-être plus intenses actuellement. Ça fait partie de la réponse d'Israël ? Je ne suis pas sûr que ça fasse partie de la réponse précisément. Je pense qu'Israël n'a pas changé son axe d'effort principal qui consiste à poursuivre le démantèlement du Hezbollah au sud du Liban. Notamment au sud Liban. Et c'est probablement un des axes principaux sur lesquels Israël va continuer de se concentrer. L'état-major du Hezbollah a été éradiqué, la structure de commandement a été démantelée, la capacité de coordination des différents éléments du Hezbollah est profondément amoindrie, et bien évidemment, Israël va essayer de poursuivre cet avantage par ce qu'on pourrait appeler des raids de va-et-vient, d'incursion et de retrait de ses forces, mais je ne vois pas du tout l'intérêt d'occuper tout ou partie du sud Liban. D'une certaine façon, Israël demande au fond, d'une certaine façon, que la résolution 1701
de 2006, qui avait été accepté par toutes les parties belligérantes, soit mise en place entre frontières libanaises et Litanie. Alors, on avance sur ce qui s'est passé ces dernières heures. Ce missile, on a des images qui ont été communiquées du départ des missiles iraniens. Et effectivement, on s'y arrête parce qu'ils nous racontent certainement quelque chose, ces missiles. L'Iran a déclaré avoir utilisé des missiles hypersoniques Fatah. Ce serait donc la première fois dans une attaque contre Israël. Vous m'arrêtez si factuellement il y a des erreurs, bien sûr. Ces missiles balistiques, ils sont principalement utilisés pour transporter des têtes nucléaires, du moins pour les États qui disposent de l'arme atomique. Le fait que l'Iran vise Israël avec ce type de missile hier, ça dit quoi de la détermination iranienne ? Ça dit que le régime iranien vit dans un monde irréel. Je me demande dans quelle mesure le régime iranien s'est rendu compte que cette attaque avec des missiles balistiques, cette attaque massive avec des missiles balistiques, était un acte de guerre avec une intentionnalité qui ne peut pas être contestée. Je vais essayer d'expliquer ça par un parallèle avec la modification de la doctrine nucléaire par le président Poutine la semaine dernière, où il disait dans un autre contexte, mais on peut le rapprocher de ce qui vient de se passer hier en Israël, que si la Russie était attaquée par une attaque massive d'avions, de missiles, etc., alors la riposte de nature nucléaire serait à envisager et serait étudiée très sérieusement, serait mise en œuvre. Ben, c'est exactement le cas qui s'est produit hier. Un État souverain, Israël, est attaqué par une frappe massive, intentionnelle, de missiles balistiques, chacun d'entre eux porteur d'une charge classique très importante, plusieurs centaines de kilos d'explosifs par missile, par miracle. Appelons ça un miracle. Il n'y a qu'un mort et 2 ou 3 blessés légers. C'est un véritable miracle. Au-delà du fait que le dôme de fer a fonctionné correctement, c'est tout de même un miracle. Et évidemment, ça ne peut pas rester sans réponse, mais ça ne dit pas énormément de choses de la résolution iranienne. Ça dit probablement quelque chose sur le fait que l'Iran se rend compte à quel point son bras armé projeté qui était le Hezbollah et qui maintenait véritablement une action extraordinairement déstabilisante pour Israël est tout d'un coup anéanti. Et l'Iran voulait réagir. Je voudrais qu'on revoie une séquence forte de la soirée d'hier, parce que c'est important de parler des gens, de la population israélienne. Ils n'ont pas été prévenus, très peu de temps avant l'attaque. C'est 9 millions de personnes qui sont descendues aux abris dans les bunkers pour se protéger de ces attaques. Regardez, David Benaïm, il était en direct depuis son bunker sur LCI hier soir. Ça fait maintenant un peu plus de 25 minutes à l'intérieur que nous n'avons toujours pas reçu l'ordre de sortir des abris. Je peux vous montrer un tout petit peu que l'abri est scellé. Ce sont des portes qui sont extrêmement fermées. Je ne vais pas montrer les gens qui sont ici parce qu'ils ne m'ont pas donné l'autorisation, mais vous avez des échelles qui permettent de pénétrer d'un étage à l'autre. Et vous avez ici un toilette qui permet aux gens de rester dans ces abris plusieurs jours. On a un petit peu d'eau pour rester un certain temps. On ne sait pas la nature de ces missiles. On ne sait pas du tout ce qu'être la suite de cette guerre. Mais ce qui est certain, c'est que pour l'instant, nous avons tous ordre, tout Israël, et c'est inédit, nous n'avions jamais reçu ordre, tout Israël, de rentrer dans les abris. C'est une soirée inédite que nous sommes en train de vivre pour l'instant. Cette séquence, elle est extrêmement forte. Vous avez été surprise vous-même que finalement, parce que pendant des jours, là, pardon, je vais être très cash, on s'est tous plantés sur les plateaux en disant que non, l'Iran n'ira pas, que même l'Iran avait peur. Et finalement, il y a eu cette attaque qui a pris de court et voilà les Israéliens descendus en urgence dans les abris. Vous-même, vous avez été extrêmement prise de court ? Et d'une certaine façon, oui, mais d'une certaine façon, non aussi, parce que le tabou était déjà brisé en avril. Donc, l'Iran a déjà passé cette cape de peur de s'attaquer à Israël une fois. Et là on voit une deuxième fois. Mais c'est vrai que cet orgueil, si je peux utiliser ce mot iranien, peut-être n'était pas
pris assez sérieusement par la population israélienne qui pensait que quand même les intérêts iraniens n'étaient pas du tout favorables pour entrer à un conflit direct avec Israël. Et là, on voit cet orgueil à privilégier à la fin, parce que l'Iran, qu'est-ce qu'Iran a fait en fait? L'attaque en avril, l'Iran a montré ce que son armée est capable de faire. Ils ont envoyé des drones, ils ont envoyé des missiles. Là, évidemment, ils voulaient monter d'un cran. Donc, on voit qu'au lieu d'envoyer les missiles et les drones qu'ils ont envoyés l'autre fois, en avril, on avait 2-3 heures quand même d'avance pour se préparer. Là, on voit justement les missiles balistiques avec les 12 minutes d'alerte. Mais d'une certaine façon, l'Iran aussi dévoile ses cartes. Parce que là, il n'y a pas grand-chose plus que l'Iran peut faire, sauf multiplier ces genres d'attaques. Donc pour Israël, certes, c'était une surprise, peut-être même un choc pour les Israéliens, mais aussi une certaine opportunité de comprendre comment l'armée iranienne, comment le régime d'Ayatollah peut et sait fonctionner. Ofer Braunstein, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous en direct. Vous êtes président et cofondateur du Forum international pour la paix. Merci de prendre le temps. Et justement, comme je sais que vous n'en avez pas forcément beaucoup, quelle réponse désormais? Quelle réponse redoutez-vous? Quelle réponse appelez-vous de vos voeux? Celle que je redoute, c'est une escalade, bien entendu, que les Israéliens réagissent avec les moyens qu'ils ont et qui sont absolument impressionnants en réponse à l'attaque iranienne d'hier. Je pense que l'opération qui est en cours dans le sud du Liban continuera. Et malheureusement, on oublie, mais celle de Gaza aussi continue. Des milliers de Palestiniens sont encore dans un désespoir terrible. Et les otages israéliens n'ont toujours pas été libérés. Donc c'est comme ça que je pense que les choses risquent de se développer. Par contre, ce que j'aurais voulu espérer, vu que les Américains sont complètement en diapason avec Israël, et que c'est eux qui donnent une partie de la protection dont Israël a besoin contre les missiles iraniens, c'est de voir les Américains, les Français, la communauté internationale déterminés à ce que ça s'arrête le plus rapidement possible. Écoutez, je vais vous dire honnêtement, je ne suis pas de ceux qui pleurent la mort de M. Hassan Nasrallah. Je ne suis pas celui qui pleure le fait qu'on essaie de fragiliser, j'espère peut-être un jour d'éradiquer le Hezbollah. Il faut rappeler, pas seulement, je ne comprends pas cette solidarité palestinienne de cette organisation, tellement de moyens sont investis en armement, dans la volonté de faire du mal à Israël, et heureusement qu'à ce stade, le mal est très limité, et je ne vois aucun moyen mis à la disposition des Palestiniens pour le développement, pour le progrès, pour la santé, pour l'éducation, pour le futur. Donc c'est en fait un semblant de solidarité. C'est pareil pour les Yéménites. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aller à 2000 km provoquer les Israéliens et créer des pertes énormes à leurs voisins égyptiens, par exemple? L'Égypte a perdu près de 6 milliards de dollars ces derniers mois parce que plus de bateaux ne passent plus par le canal de Suez et c'est une manne très importante qu'il aurait retirée. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aller provoquer Israël? Et ils connaissent très bien la réponse israélienne. Ils savent très bien qu'elle sera disproportionnée et très douloureuse. Donc toutes ces organisations proxy de l'Iran doivent disparaître. Je pense qu'il serait bon qu'au Moyen-Orient, les États aient des relations entre États. Je pense que s'il y avait eu un État palestinien avant le 7 octobre qui contrôlait Gaza, il n'y aurait pas eu le 7 octobre. Donc ce que j'appelle, moi, à la France en particulier, mais à la communauté internationale et aux Américains, de reconnaître un État palestinien, de faire en sorte que les otages israéliens soient libérés le plus rapidement possible, et de faire en sorte que le Hezbollah arrête de tenir en tenaille et en otage le peuple libanais, qu'ils arrêtent d'intervenir en Syrie où ils ont tué des milliers de Palestiniens dans le camp de réfugiés de Yarmouk, que ces organisations-là arrêtent de fonctionner et appeler l'Iran, appeler les États-Unis à revenir à la table des négociations, à revenir aux accords de 2015 pour essayer d'apaiser la région. Je peux me permettre une seule chose. Aujourd'hui, c'est le nouvel an juif. Je voudrais souhaiter à tous les juifs une bonne année, que cette année se termine
et le plus vite possible qu'une année de paix, de tranquillité, de sérénité commence pour les Israéliens et pour tous les peuples de la région. Vous qui redoutez à ce point l'embrasement dans la région, redoutez-vous la riposte israélienne contre l'Iran ? Oui. Dites-vous que Israël doit retenir son bras au nom de l'équilibre au Moyen-Orient ? Écoutez, heureusement pour moi, je ne suis pas celui qui doit décider de prendre les décisions militaires en Israël, parce que je pense qu'elles sont très difficiles à prendre. D'un côté, je comprends le besoin du gouvernement actuel de montrer qu'il n'est pas passible à une attaque et qu'il n'est pas passible, insensible à une attaque iranienne de l'envergure de celle qu'il y a eu hier, qui heureusement, la plupart de ces missiles ont été interceptés par la défense anti-missiles israélienne et américaine. Je ne pense pas que ce gouvernement va laisser passer. Et je crains la riposte parce que, encore une fois, un œil pour un œil et ils deviennent tous aveugles. Vous savez, au Moyen-Orient, il y a 3 genres de leadership. Il y a les mauvais, il y a les très mauvais, il y a les très très mauvais. Il n'y a pas assez il y a beaucoup de politiciens, de tacticiens, il n'y a pas beaucoup de stratèges, il n'y a pas beaucoup de politiciens qui regardent l'avenir et qui essaient de construire un bon avenir pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Je crois que tous les belligérants de la région ont besoin d'être poussés, influencés, peut-être même plus, par la communauté internationale pour que ça s'arrête. Ça déséquilibre le monde, ça a des répercussions terriblicides dans nos rues à Paris, et ça ne va nulle part. Il faut reconnaître le droit des Palestiniens à l'indépendance, il faut reconnaître le droit à la sécurité et à Israël, et c'est comme ça qu'on pourra assurer la paix et la sécurité de tous.